il va falloir maintenant préparer sa requête. Maintenant. Alors là, on est parmi, nous sommes francophones, créolophones, éventuellement anglophones, etc. J'espère que tous vous l'êtes un peu anglophones, parce qu'on l'a dit, hein, on n'a pas le choix. Hein. Faire une recherche bibliographique sans la faire en français, c'est pas la peine en fait. Où on va passer à côté de beaucoup de choses. Alors, des fois, il faut la faire en français, bien sûr. Quand on va chercher sur Santé publique France, on va la faire en français, notre recherche, il n'y a pas de problème. Sur Google, pour Google Scholar, pour élargir un peu, enfin, pour entrer rapidement dans le sujet, on va la faire, notre quête en français. Hein, d'autant plus que peut-être qu'on va tomber sur des littératures grises, des abstracts, etc., de congrès. Mais bon, il faut quand même traduire. Et pour traduire, il faut utiliser les bons logiciels de traduction. Alors, je vais vous proposer 3 outils. D'abord, Google Traduction, que vous connaissez tous. On va prendre un exemple tout à fait banal, médecine générale. Et voilà donc l'outil Google Traduction qui apparaît. On voit qu'il y a General Medicine qui est proposé. On voit aussi qu'il y en a un deuxième qui nous est proposé, Family Practice. Et puis probablement qu'on peut mettre aussi Family Medicine, probablement. Ouais, et probablement qu'on peut mettre aussi General Practice, probablement. Vous voyez que pour traduire quelque chose d'aussi simple que médecine générale, on a déjà beaucoup de possibilités. Et puis probablement qu'on peut mettre aussi Primary Care, juste pour dire médecine générale, quoi. Et quand on veut faire les traductions un peu plus complexes, il y a un truc qui s'appelle DeepL. C'est le traducteur en ligne le plus performant actuellement. Si je prends par exemple ça, traduisez du texte dans n'importe quelle application, voilà, donc c'est correct comme traduction. Vous pouvez le faire avec un abstract entier, vous verrez que ça sort environ les caractères spéciaux, environ les parenthèses, les chiffres et tout ça, vous verrez que ça sort des résultats absolument prodigieux. Mais revenons à notre truc, on est juste en train de traduire un terme, en l'occurrence, c'est pas un mot-clé, mais une locution clé. Donc là, on voit General Medicine, General Practice. Et que c'est pas tout à fait, là, il nous disait Family Practice, General Medicine, General Practice. On a des petites variantes, hein. Si on prend anglais USA, et en plus, il nous fait anglais en Bretagne. Bon, ça ne change pas grand-chose dans ce cas-là. Alors faites gaffe aussi, hein, parce que l'orthographe en anglais, l'orthographe en anglais britannique, en anglais américain, c'est pas la même des fois. Il va falloir, si vous voulez vraiment saturer vos réponses, que vous mettiez non seulement toutes les traductions possibles, mais en plus toutes les orthographes possibles de ces traductions. Je vais vous montrer un dernier outil de traduction qui est intéressant quand on a des choses compliquées à traduire. Donc oui, vous pouvez aussi intégrer à votre barre recherche ici. Hein. Regarderez selon le navigateur que vous utilisez. Allez, médecine générale. Voilà, on va prendre médecin généraliste, pardon. Médecin généraliste, voyons ce qu'il nous dit. Alors, DeepL se sert de la base Lingui pour affiner son intelligence artificielle. Lingui se sert d'une quantité de textes absolument prodigieux, issus notamment de ce qui est produit par l'Union européenne. Il y a un bataillon de traducteurs qui interviennent dans cette noble institution et qui produisent des sources qui sont intégrées par Lingui. Et par exemple, médecin généraliste, general practitioner, c'est en fait issu d'un texte de loi européen. Ouais, ça peut être issu de beaucoup de choses. Ça peut être issu de textes de loi canadiens. Vous savez que les Canadiens aussi attachent un soin tout particulier à la langue française. Voyez-vous, nous parler de médecin généraliste, on se retrouve medical practitioner maintenant. D'accord, ok. On revient sur le Parlement européen cette fois-ci et pas sur un texte de loi, peut-être un rapport de session. Médecin généraliste, là on a quoi? General practitioner qui revient. Médecin généraliste, primary care doctor. Tiens, une nouveauté. Intéressant. Médecin généraliste, je continue, general practitioner. Ah, il y a un S aussi éventuellement. Et oui, il peut y avoir des pluriels. General practitioner, on trouve encore. GP aussi, on trouve, évidemment. GP encore. General practitioner encore. Medical practitioner. Family physician, encore une autre façon de le dire. Family doctor, on avait déjà relevé auparavant. Family doctor encore, très bien, on va enregistrer tout ça. Hein. Donc, des outils de traduction qui vous permettent de trouver les différentes façons, c'est très important, de dire la même chose. Parce que si vous ne pouvez pas toutes les façons de dire la même chose, eh ben, vous ne saturerez pas votre recherche bibliographique. Pour accès aux soins, Healthcare Access, Access to Care. On va le reprendre ici. Accès aux soins, Access to Healthcare. Avec un espace ou sans espace, access to care. Ah, il y a access to treatment. Ça peut aussi servir à l'un des sujets qu'on a vu tout à l'heure, je crois. Quoi que non, finalement, c'est pas celui que vous aviez gardé. Accès aux soins, dans Lingui, qu'est-ce qui nous sort?
Accès aux soins, access to care, access to care, access to healthcare, health access aussi, noté. Access to healthcare, on avait déjà vu, access to medical care, ok, access to care, outpatient care, ça c'est patient, c'est les soins ambulatoires. Access to care encore, access to healthcare, bon d'accord, on a l'impression de faire un peu le tour quand même, assez rapidement pour accès aux soins. Bon, mais vous voyez qu'avec les trois outils, on enrichit progressivement notre connaissance des différents mots-clés qu'on peut utiliser. Quand vous faites une traduction vous-même, pour choisir la bonne traduction, il peut être utile de vérifier le nombre d'occurrences dans les moteurs de recherche. En fait, regardez, je veux savoir qu'est-ce qui est le plus utilisé. Je veux savoir si c'est General Practitioner ou si c'est Family Doctor. Comment faire? Très simplement. General Practitioner, sans accent ce sera mieux. Practitioner, pas faire de faute d'orthographe, sinon ça marche pas. J'ai combien d'occurrences là? J'ai 147 millions d'occurrences. Pas mal. On va dupliquer l'onglet et on va taper Family Doctor cette fois-ci. Là, on a 1,330 millions. Donc, le terme le plus utilisé dans le monde, il semblerait, pour dire médecin généraliste, en fait, c'est Family Doctor. Mais bon, nous, on est en train de faire de la recherche bibliographique, donc à la limite, on s'en fiche un peu. Par contre, il y a un truc dont on ne se fiche pas, c'est les termes mèches. Les termes mèches sont obligatoires quand on indexe un travail de recherche. Quand vous allez indexer votre travail de thèse à la fin, il va falloir que vous définissiez des mots-clés. Et ces mots-clés, si vous voulez qu'on retrouve votre travail, il faut que ce soit des mots-clés mèches. Aujourd'hui, dans toutes les revues, on nous demande de mettre des mots-clés mèches pour indexer l'article qui va sortir de votre thèse, je l'espère. D'ailleurs, quand on vous demande dans la fiche de thèse que vous serez amené à télécharger, vous avez déjà téléchargé pour certains, quand on vous demande thématique de recherche, on vous demande en fait de mettre des mots-clés mèches. Comme ça, au moins, on est sûr que vous savez ce que ça veut dire et que vous avez déjà essayé d'en trouver. Alors, ça veut dire quoi, mots-clés mèches? Ça veut dire mot d'un dictionnaire international de termes médicaux. Il y a un dictionnaire international des maladies, il y a aussi un dictionnaire international des termes médicaux. Les mèches termes, on va les trouver en anglais. Mais on peut les trouver aussi en français. Pour trouver des termes mèches, il y a un super outil qui s'appelle Mesh on Demand. Mesh à la demande. Je vais vous montrer. On va prendre un article. Comme ça. Je vais aller chercher mon abstract. Voilà. Bon, bien sûr, j'aurais pu le faire depuis le code lui-même. Alors voilà, j'ai mis un abstract entier dans ce cadre. Je clique sur Search. Alors, on en a des mèches termes, un certain nombre qui sont proposés automatiquement. Vous voyez? Donc, j'ai par exemple le terme, après, il faut les choisir, bien sûr, diabetes mellitus, que je vais garder, donc. J'ai le terme risk factors, que je peux garder également. J'ai le terme obesity, éventuellement, je peux garder, etc. Alors, vous allez me dire, oui, mais je sais très bien qu'obesity, ça se traduit par obesity. Mais des fois, c'est pas si simple. Et il faut trouver la bonne façon de dire les choses. Je vais vous montrer maintenant un outil, donc toujours Mesh, mais le Mesh traduit en français. Et au lieu d'écrire Mesh Terms dans Google, je vais écrire Mesh Inserm. Donc sur le Mesh Inserm, le Mesh bilingue, recherche. Si je tape accès aux soins, il va me sortir un certain nombre de possibilités avec accès aux soins. Alors, vous voyez qu'il y a quoi? Il y a accès Internet. Non, c'est pas ça. Publication libre accès, c'est pas ça. Dispositif d'accès vasculaire. Accès du patient au dossier médical. Très intéressant, mais c'est pas ça non plus. Accès à l'information non plus. Régulation d'accès aux soins spécialisés. Le gatekeeping, ça aurait pu nous servir, mais c'est pas ça. Médicaments d'accès non plus. Qualité, accès, évaluation. Eh ben, c'est pas évident. Disparité d'accès aux soins. Inégalité devant les soins. En fait, on se retrouve avec healthcare disparity direct. De la power system. Vous voyez que c'est pas si simple. Alors, je peux aussi chercher en anglais si je veux ici. Il y a descripteur, il y a terme. Utiliser descripteur, c'est le plus large. Access et terme. Bon, on se retrouve sur Healthcare Access, en fait, là, comme terme mesh qui s'en rapproche. Donc, vous débrouillez, mais dans votre travail de recherche, il faudra que vous définissiez non seulement toutes les façons de traduire votre question de recherche en anglais, les locutions clés composant votre question de recherche en anglais, mais aussi les façons qui sont labellisées par le mesh. Et tout ça va servir à la construction de notre requête complexe. On revient sur le diaporama. Pour passer à la suite, il va falloir transformer l'essai.
en une requête qui soit intelligible. Pour ça, par le moteur de recherche PubMed. Pour ça, il faut impérativement, et ouvrir un document de texte simple, il faut se souvenir quel est le code de PubMed. Il est très simple, le code de PubMed. Vous avez les parenthèses qui peuvent être utilisées. Vous avez des crochets qui peuvent être utilisés. Vous avez des astérisques qui peuvent être utilisés. Vous avez, bien évidemment, des opérateurs qui peuvent être utilisés. Et vous avez des guillemets qui peuvent être utilisés. Attention, c'est des guillemets format anglais, pas les guillemets format français. Votre requête de recherche, vous la préparez dans un bloc-notes tout simple comme ça. Si elle est complexe, vous la lancez direct dans le PubMed, vous n'allez pas vous retrouver. En fait, elle est évolutive, votre question de recherche. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces trucs? Les parenthèses, c'est pour définir des locutions, en fait. Les crochets, c'est pour définir un restricteur de champ de recherche. On va voir. Les astérisques, c'est là, comme on dit, la troncature. Bon. Et les and or not, ça, c'est facile, on comprend tous. Et puis, les guillemets, c'est pour définir les expressions exactes. Alors, on va essayer de prendre un exemple. Parlons de violences sexuelles chez les adolescents, par exemple. Alors, la question de recherche, c'est de définir les facteurs associés aux violences sexuelles chez les enfants. Donc, il va falloir traduire les différentes façons de dire abus sexuel. Alors, abus sexuel, c'est un anglicisme d'ailleurs, en anglais. Alors, il y a probablement sexual abuse, probablement. Il y a probablement sexual violence, probablement. Alors, je vous dis ça comme ça. En fait, il faut que je revienne sur mon navigateur Internet, il faut que je revienne sur mon Google Traduction, il faut que je tape violence sexuelle, et je vais sexual violence, qui ça avec Google Traduction. Très bien, ok. Bon, pour l'instant, j'avais pas trop mauvais. J'ai pas fait de faute d'orthographe, non, apparemment non. Violence sexuelle, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Il me dit sexual violence et sexual abuse. Et puis là, violence sexuelle. Et oui, il me dit sexual violence encore. Sexual violence, sexual abuse. Apparemment, on a fait le tout, hein. Sex exploitation, c'est autre chose. On en a que 2. Est-ce que ça colle avec les mots-clés mèches? On va voir. On va aller sur le mèche Lucerne encore. Violence sexuelle. Ah, bon. Donc, je suis un peu embarrassé. Pas comme prévu. Vous voyez, en français, c'est compliqué. C'est peu abuse. On est encore plus précis. On a violence sexuelle chez l'enfant. Vous voyez qu'il y a le descripteur, c'est le plus large. Et dans le descripteur, il y a plein de termes qui sont possibles. Mais si vous mettez le descripteur, votre moteur PubMed, là, il va chercher tous les termes qui sont associés. Donc, autant mettre un descripteur. J'ai donc plusieurs façons: sexual abuse, sexual violence, sexual child abuse, pardon. Trois façons de dire la même chose. Attention, c'est des mots qui sont séparés par des espaces, là. C'est pour ça que je parlais de locution tout à l'heure. Si je les mets comme ça en vrac, PubMed va m'interpréter ça comme sexual and abuse and sexual and violence and child and abuse. Pas bon du tout. Donc, c'est des expressions exactes. Je vais les définir comme des expressions exactes avec des guillemets. Ça y est, c'est défini en expression exacte. Hop. Et c'est la même façon de dire la même chose. Je vais mettre des espaces là. Par contre, je vais pas mettre d'espace entre les guillemets et les lettres. Je vais mettre un espace entre les opérateurs booléens et les guillemets ou les parenthèses ou les lettres, par principe, pour rendre les choses à peu près visibles. Donc, or, child abuse, encore une fois, entre guillemets, des guillemets américains, comme on a dit, enfin anglais, pas français. Et tout ça, c'est la même façon de dire la même chose. C'est la même locution. Donc, je la mets entre parenthèses. Et voilà comment je dois dire à PubMed que je cherche quelque chose sur l'abus sexuel. Sexual abuse, or sexual violence, or child abuse. Tout ça entre parenthèses est bien écrit, est en train de faute d'orthographe, etc. Et puis après, il faut que quand même, bon, même s'il y a child abuse, il faut quand même que je précise que deuxième locution, c'est chez les enfants. Et comme on dit enfant ou adolescent, eh ben les gars, il y a un sacré paquet de façons de dire enfant ou adolescent. Parce que vous pouvez dire child, vous pouvez dire children, vous pouvez dire childhood, vous pouvez dire adolescent, vous pouvez dire adolescence. Il faut tout mettre. Donc vous allez mettre child. Alors on serait tenté de résumer child et children en faisant ça. C'est pas possible. Il y en a tellement de possibilités qu'il va refuser. On va utiliser children. Or
child. Là, je mets pas de guillemets puisqu'il y a qu'un mot, il n'y a pas une expression exacte, c'est un mot exact. Donc, il n'y a pas besoin de guillemets pour neutraliser le PubMed qui a envie de me mettre à la place des espaces, il met des N. S'il n'y a pas de guillemets, à la place de l'espace, il vous met un N. Et ça met un bazar pas possible. Or, childhood, on l'a dit, hein, tout fait grâce, vous avez compris comment on fonctionnait avec les traductions. Or, adolescent, sans faute. Et là, par contre, il y a adolescence aussi qui peut être utilisé. Donc, il faut rajouter une astérisque éventuellement. Or, parce que là, ça voudrait dire qu'il va chercher et adolescent et adolescence. Enfin, or adolescence. Adolescence. Voilà. Ma question de recherche, c'était les violences sexuelles chez les enfants. Ma requête complexe, PubMed, c'est ça. Si je cherche quelque chose sur les violences sexuelles chez les enfants, c'est comme ça qu'il faut que je le trouve. D'ailleurs, on va voir ce que ça donne dans le PubMed tout de suite. Donc, je lance ma recherche dans le PubMed, avec ma barre de recherche, là, et vous voyez que j'ai 41 350 résultats. Ça va être compliqué d'utiliser cette requête de recherche. Il va falloir, bien sûr, préciser la question qui est beaucoup trop large. Alors, on va rajouter une locution, hein, les inégalités sociales de violences sexuelles chez l'enfant. Et donc, pour dire inégalité sociale, il y a aussi de multiples façons. Il y a social position. Alors, je le fais directement dans le PubMed. C'est pas comme ça qu'il faut faire, vous l'avez compris. Il faut le faire dans un fichier texte à côté. Socio-économique, facteurs. Je peux pas utiliser les guillemets plus la troncature en même temps, parce que les guillemets, c'est une expression exacte. Je peux pas faire une expression exacte sur une troncature. Ça n'a pas de sens. Donc, si je veux socio-economic factor et que je veux factors aussi, le pluriel, je suis obligé de le rajouter. Socio-economic factors, etc. On peut aussi utiliser, je sais pas, social class, voilà. Je ferme la parenthèse, j'ai une autre carte un peu plus complète qui correspond davantage à ma question de recherche qui était inégalité sociale de violence sexuelle. Je la vérifie, il n'y a pas de faute apparemment, c'est bon. Si je tape ça, on passe à 2149 résultats. On peut être tenté quand même d'essayer de restreindre un peu la recherche. Restreindre, en fait, à quoi? Restreindre à ce qui parle vraiment de ce qu'on cherche. Voyez-vous? Parce que si vous avez là, vous voyez, j'ai mis social position, j'ai mis social class, j'ai mis education, income, etc. Si je rajoute ça, en rajoutant education et income, vous allez voir ce que ça donne. Je peux mettre, hein, parce que si je m'intéresse à la classe sociale, je suis obligé de le mettre. Aux inégalités sociales, je suis obligé de le mettre. 8901 résultats. Donc, c'est pas actionnable. Or, education et income, tel que c'est présenté là, cette requête-là, ça peut être écrit dans n'importe où dans le texte, ça va sortir. Même si l'article ne parle absolument pas des inégalités sociales de violences sexuelles chez l'enfant. Pour être sûr que là, les termes éducation et income vont bien pointer vers des articles qui parlent de ça, il faut que je limite le champ de recherche, en fait. En général, si ça parle de ça, c'est dans l'abstract ou dans le titre. Ça peut être dans un tableau quelque part sans que ce soit l'objectif du papier. Alors que si c'est dans l'abstract ou dans le titre, là, on est sûr que c'est dans l'objectif du papier. Voilà à quoi servent les crochets. En fait, ils servent à restreindre l'endroit où le moteur va aller chercher le terme. Là, on restreint en allant chercher dans le titre et l'abstract. Et on va copier-coller, c'est quand même plus facile à faire en copiant-collant qu'à la main, surtout que s'il y a une faute, ça va pas marcher. Ce restricteur de champ, title abstract, à côté de chaque expression, locution exacte ou mot-clé qu'on a introduit antérieurement dans notre locution de recherche. Sans laisser d'espace, il ne faut pas se tromper. Voilà. Alors, combien il va me sortir? Il nous en reste quand même 2053 à lire. Donc, on peut encore restreindre en utilisant non pas le restricteur abstract, mais carrément le restricteur titre. Alors, si on restreint qu'au titre, très honnêtement, on risque de perdre beaucoup de choses. C'est un exemple, vous avez compris. Vous pouvez utiliser l'outil de base pour modifier votre requête sans tout retaper. Donc là, je vais remplacer dans cette phrase, dans cette locution, dans cette requête, tout ce qui contient title abstract, je vais le remplacer par tout ce qui contient juste title. Je recopie tout ça, je reviens sur le PubMed, je vais voir ce qui me sort, j'avais 2053 résultats. Voilà, là, il me reste 71 résultats. Vous voyez, on est passé de 2000 et de plus de 2000 résultats à 68 000 au début, puis plus de 2000, plus de 3000, puis 2000, puis 71. Mais là, j'en ai perdu vraiment beaucoup.
Vraiment beaucoup, beaucoup. Et en plus, là, j'ai Education Service et Online Education qui mettent le bazar, en fait, parce que j'aurais pas dû mettre Education, j'aurais dû mettre Education Level. Mais l'intérêt, c'était surtout de vous montrer que en utilisant ces restricteurs, on peut rendre une recherche beaucoup plus actionnable, beaucoup plus actionnable. Je vais revenir plus tard sur les autres outils offerts par le PubMed sur son interface graphique à proprement parler. Mais je vous invite maintenant donc à vous reconstituer en groupe et vous essayez tous de conclure la question de recherche que vous avez choisie, d'identifier plusieurs traductions, au moins 2 ou 3 de chaque terme, pour chaque locution constituant la question de recherche, et d'articuler ces locutions en utilisant le code que je vous ai montré, avec des expressions exactes identifiées par les guillemets, des parenthèses pour définir des locutions, avec des or à l'intérieur des parenthèses et des and entre les parenthèses. Voilà ce que je vous propose de faire maintenant. Voilà donc un premier exemple avec plusieurs locutions de recherche, donc qui sont séparées par des and. On a d'abord l'impact, l'effet. On a la notion de cas d'impact ou d'effet, la notion de maladie cardiovasculaire, la notion d'anti-carré, la notion de soins et la notion de Covid-19. Alors, on ne va pas disserter sur différentes façons de dire les choses, simplement on peut dire que c'est bien, puisque les locutions sont clairement différenciées, entre parenthèses, qu'elles s'articulent les unes aux autres avec des and, et qu'à l'intérieur de chacune de ces locutions, les différentes façons de dire la même chose sont bien séparées par des or. La seule chose que je pourrais rajouter pour chipoter un peu, c'est que vous n'êtes pas obligé de mettre de guillemets à effect, à impact, puisque c'est un mot-clé isolé. C'est pas une expression exacte. Donc là, il n'y a pas besoin de mettre de guillemets. Par contre, bien sûr, il y a besoin de mettre des guillemets, cardiovasculaire disease. Disease. Antilles, pas besoin de guillemets. West Indies, besoin de guillemets. Caribbean, pas besoin de guillemets. Care, pas besoin de guillemets. Patient care, besoin de guillemets. Covid-19, pas besoin de guillemets. Coronavirus, pas besoin de guillemets. Alors, on peut quand même dire que la restriction anti-West Indies, Caribbean, il y a pratiquement pas de résultats qui sortent, c'est sûr. Il y a plusieurs façons de restreindre. On peut restreindre avec des restricteurs de champ, contre crochet. On peut restreindre en rajoutant un territoire. C'est ce qui a été fait ici. Le effect ou impact, il n'est pas forcément nécessaire, en fait, de le mettre. À partir du moment où vous cherchez des choses, où on parle de maladie cardiovasculaire, où on parle d'accès aux soins et où on parle de Covid-19, il est très probable que vous ayez votre réponse, enfin que vous ayez aussi l'effet ou l'impact qui soit abordé. Vous voyez. Mais en rajoutant cet effect ou impact, vous avez perdu des résultats qui peuvent être intéressants, même s'il est probable que dans l'ensemble du texte de l'article, il y ait bien effect ou impact qui apparaissent quelque part. Je vais passer à un exemple suivant. Ici, on est sur les échographies, donc il y a 3 locutions avec l'échographie. Vous savez, c'est l'usage de l'échographie d'échoscopie en médecine générale, l'entraînement à celui-ci, l'éducation à celui-ci, l'enseignement de celui-ci. Donc, on a plusieurs locutions. La dernière n'est pas cernée par des parenthèses puisqu'elle est unique, les choses ont été comprises, mais elles sont clairement différenciées par des and, et à l'intérieur de chacune de ces locutions, on a différentes façons de dire la même chose, avec du or. Il y a une restriction qui a été faite avec les crochets, qui est très sévère, qui est sur le titre uniquement. Elle aurait pu être sur l'abstract aussi, mais il y a peut-être une bonne raison. En tout cas, c'est un très bon exemple de ce que vous inventez. On continue avec une certaine Sarah M, non hypnosis, hypnothérapie. Donc, on se souvient qu'il s'agit de thérapie d'hypnose dans le traitement des douleurs chroniques des douleurs chez les patients affectés d'un cancer. On va rajouter Peltier, analytique, métallurgique, communication. Peut-être qu'il y a ainsi une comparaison qui est forcée. C'est sans doute votre stratégie de recherche. C'est très bien. Vous avez séparé. Alors, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas la peine, c'est pas une faute, ça va fonctionner. C'est pas la peine de fatiguer à rajouter des guillemets quand c'est un mot. Et si ça vous facilite la visibilité de la requête, gardez-le après tout, pourquoi pas. C'est très bien. On continue. Alors, vous avez trouvé, donc, hésitation vaccinale, c'est en français, c'est pas en anglais apparemment, merci. Donc, vaccinal reluctance, vaccinal infusion, immunization reluctance, and COVID-19 coronavirus SARS-CoV-2, and vaccination de Guyana. Du coup, c'est nickel. Ainsi, il y a un espace là qui traîne entre Guyana et le dernier guillemets. Je ne sais pas si c'est dangereux, mais très honnêtement, vu la sensibilité, il y a une de vos collègues qui m'a dit tout à l'heure, même j'ai préféré utiliser la recherche avancée, parce que là, avec la recherche manuelle, entre guillemets, il suffit qu'on fasse une faute pour que tout soit fichu. Oui, mais enfin, la recherche avancée, c'est juste incontrôlable. Le résultat qu'on avait observé dans cet exemple précis, c'était des parenthèses qui étaient rajoutées et des portes qui n'étaient pas à leur place. Alors, juste une petite précision, les 59 résultats, c'était sans la notion de French West Indies ou French Guyana. C'était juste vaccinal, refus ou hésitation vaccinale et coronavirus. Là, il y avait que 59 résultats. Dès qu'on met la notion d'Antilles ou de Guyane, il n'y a plus rien.
Ben voilà, et c'est un excellent exemple. Donc, on a élargi. Voilà, il fallait élargir, parce que de toute façon, dans notre discussion, il va falloir élargir nos raisons pour les comparants. Donc, excellent exemple. Alors, justement, Ouais. j'ai une petite question dans la discussion, dans le chat. Il y a Emeline qui nous demande c'est combien d'articles qui ressortent qui font une bonne recherche? Ah, eh ben, il y a pas de C'est une nom. bonne question. Ce que je peux vous dire, c'est que dans votre thèse, à la fin, vous pouvez mettre 40, 50 références si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Que dans un article scientifique, par contre, vous serez limité en nombre de références. Ce sera 30 références dans certains cas, 40 dans d'autres. Sur une revue de la littérature, une méta-analyse, ça peut être beaucoup plus. Alors, maintenant, combien dans ta bibliothèque personnelle? Eh ben, beaucoup plus. En général, on arrive à 300-400 références dans une bibliothèque personnelle. Sauf si on étudie un truc vraiment extrêmement précis, extrêmement novateur, mais ça c'est des références que tu as sélectionnées. Maintenant, qu'est-ce que tu as sur ta fenêtre PubMed? Bah, écoute, il faut pas avoir peur si tu en as 300 d'un coup. Il faut pas avoir peur si tu en as 600 d'un coup. On peut raisonnablement lire 500 ou 600 titres. C'est pas un problème. Parce qu'en lisant les titres, déjà, on peut faire un tri rapide. On fait ce qui nous intéresse et ce qui nous intéresse pas. Mais je te dirais qu'en fait, il n'y a pas réellement de limite, si ce n'est tes capacités à ingérer tout cela. Si tu es à 2000, non, il faut restreindre. Si tu es à 1000, ça se discute. Si tu es à 500, tu peux lire les titres. Si tu es à 300, c'est normal. Si tu es à 3, il y a un problème. Soit tu es en train de travailler sur un truc auquel personne n'a pensé avant, soit plus probablement tu t'es trompé dans ta requête de recherche. Plus probablement. On passe à un autre exemple. Il y a un peu de majuscules. Alors, j'ai demandé à Madame Alexandé volontairement de laisser cet exemple. Parce qu'il rappelle quelque chose d'important, vous avez peut-être zappé en cours de route, compte tenu du nombre d'informations qui vous sont livrées, c'est que les guillemets, c'est pas les guillemets français, c'est les guillemets anglais qu'il faut mettre. Si vous mettez les guillemets français, ça marche pas. Voilà, même ils ne marchent pas les guillemets français. Après, que les mots-clés ou l'option-clé soient en majuscule ou en minuscule, c'est pas réellement un problème, même si ça nuit à la lisibilité de votre requête. Et donc, ça nuit à votre capacité à vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur dedans. Si ce n'est cela, il y a une bonne intégration de ce qui a été dit auparavant et une bonne restitution. Donc, je crois qu'on peut tous vous féliciter parce que vous avez tous compris. C'est un plaisir à voir. Alors ici, il n'y a pas d'espace entre les guillemets et or. C'est un peu gênant pour la lecture. Je suis pas sûr que ça empêche PubMed de travailler, mais très honnêtement, mieux vaut laisser des espaces à l'endroit où il faut. Donc pas entre les guillemets et les mots, mais par contre entre les guillemets et les opérateurs booléens, oui, là, il vaut mieux le laisser. Sur le plan formel, à part mettre des espaces de chaque côté des N et des or, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Il y a une bonne volonté de dire toutes les façons différentes de parler de thrombose veineuse, c'est très bien. Après, sur le choix N trivial entrance, c'est probablement pas pertinent, mais c'est pas la question aujourd'hui. Vous l'avez fait simplement pour l'exercice. Donc encore une fois, félicitations à tous.